Pour terminer cette approche sur la culture d'entreprise, donc on a vu après l'examen de quelques définitions, on a vu la culture d'entreprise selon ses contenus, avec le volet croyance, histoire et récit commun, et puis un volet plus concret avec la recherche de pratiques et de comportements communs à l'intérieur des organisations et des firmes en particulier. On va terminer ce chapitre ou cette session sur la culture d'entreprise en regardant, en disant quelques mots sur les principaux modes opératoires de la culture d'entreprise. Ces modes opératoires permettent d'approcher également de manière un peu plus concrète la définition qu'on peut avoir de la culture d'entreprise. Et ça va nous permettre de faire un rapprochement également avec la section suivante qui sera consacrée plus particulièrement à la présentation de la marque employeur, hein, qu'on a déjà évoquée plus haut. Pour examiner le mode opératoire de la culture d'entreprise, on va procéder en deux temps, hein, très rapidement. On va voir d'abord les principes, hein, comment fonctionne un principe, ces modes opératoires de la culture d'entreprise. Et ensuite, on verra très rapidement quelques applications de ce mode opératoire de la culture d'entreprise. Autrement dit, comment la culture d'entreprise euh, entre concrètement dans le fonctionnement de la firme, ou peut entrer concrètement dans le fonctionnement de la firme. Alors d'abord, les principes sur ce mode opératoire. Alors, je vais consacrer les 3 ou 4 prochaines diapositives à l'exposé en quelque sorte de ces principes. Premier principe qui distingue un tout petit peu la culture d'entreprise d'autres modes d'organisation plus explicites dans la firme, dans l'entreprise ou dans l'organisation en général. Premier principe, c'est que la culture d'entreprise est généralement sous-jacente et peu explicite, comme je l'indique sur la diapositive. Autrement dit, il ne faut pas chercher ou il ne faut pas s'attendre à trouver dans une firme ou dans une organisation quelconque un guide de la culture d'entreprise. Il y aura généralement, les normes ne sont pas explicitées. Et je dirais même que si d'aventure elles étaient explicitées dans un effort fait par la firme pour communiquer, pour se présenter sous son meilleur jour, etc., je crois qu'il faudrait se méfier de toute culture d'entreprise qui serait parfaitement explicitée, où on vous dirait, bon voilà, la tenue c'est ça, il faut prendre le café à 10 heures, il faut aller au restaurant d'entreprise ou sortir déjeuner entre telle heure et pas plus, etc. Vous trouverez rarement ce genre de données. Si vous trouvez ces données, elles seront généralement ou elles seront souvent détournées pour présenter l'entreprise sous son meilleur jour. Bah tiens, on peut jouer au baby-foot quand on veut, on peut travailler chez soi, des choses comme ça. Vous ne verrez jamais véritablement les vrais aspects culturels de la firme, dans le cadre de la culture d'entreprise, écrits et explicités. Entre parenthèses, je signale qu'il peut y avoir quelques exceptions, hein. Dans la marine militaire française, on connaît en particulier le guide des usages navals qui présente pour tous les nouveaux collaborateurs, entre guillemets, en fait pour tous les officiers nouvellement recrutés, les grandes règles à respecter. Alors ce sont des règles plutôt de savoir-vivre ensemble, hein, qui sont historiquement liées au confinement sur les navires, bien sûr, ou dans les garnisons, mais elles sont étendues aussi au comportement, hein, de l'officier dans un lieu public ou dans la rue ou en société, dirons-nous. Ces règles ne sont pas sanctionnées de façon disciplinaire, alors, sauf quelques exceptions prévues par le cérémonial, comme on dit, dans les forces armées, ou les règles sur le port des tenues d'uniforme, ou encore les règles relatives au salut, hein, par exemple. Et elles sont distinctes, hein, des règlements de discipline générale. Par exemple, le règlement de discipline générale dans les armées, hein, le RDGA, comme on dit,
ou le règlement propre aux forces navales. Donc voilà, c'est un peu une exception hein, par rapport à ce qu'on disait précédemment. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir, pour le néo-collaborateur ou le collaborateur déjà en place, mais plus encore pour le néo-collaborateur qui entre dans la firme ou qui voit la firme de l'extérieur et qui est candidat au recrutement, la difficulté sera vraiment d'expliciter cette culture qui est composée de règles et de comportements totalement non écrits. Alors, ça n'est pas vrai pour toutes les règles ou pour toute la culture. Il y a sans doute une partie de la culture euh, qui fait partie, je dirais, des croyances, du récit commun, etc., de l'histoire, qui va volontairement, quelquefois, être explicitée, mais encore une fois, sous le meilleur jour. Mais la culture dans sa composante comportementale, je dirais, elle n'est pas du tout, ou est rarement, dans sa composante pratique et comportementale, est rarement explicitée. Alors, quelques exemples hein, que vous voyez sur la diapositive. Euh, la capacité de travail ou le volume de travail qui est demandé aux collaborateurs, par exemple, ne sera pas toujours explicité. On verra sur le terrain si le collaborateur ou la collaboratrice sont des gens qui bossent pour le compte de l'entreprise, ou qui s'occupent de leurs affaires personnelles et qui quittent l'entreprise très très tôt et qui arrivent très très tard, par exemple. Volume de travail et horaire vont être considérés sous cet angle-là, et sauf dans des aspects très réglementaires ou légaux, type règlement intérieur lorsqu'il existe, hein, notamment en France pour les entreprises de 50 salariés et plus, ou lorsqu'il est obligatoire. Sinon, vous aurez rarement, je dirais, des mentions explicites des horaires. Ça sera ou du volume de travail à consacrer à l'entreprise. Or, les horaires, souvent, vous les aurez s'il s'agit de services ouverts au public, de magasins, d'ateliers. Bon, parce que là, il y a le travail en commun qui doit se faire selon des horaires, mais la nature du travail et le volume de travail qu'on attend sur chaque heure de la part des collaborateurs, vous ne les aurez pas nécessairement. Même chose pour la tenue, comme je le disais, le langage. Des aspects de langage, par exemple, est-ce qu'il est de coutume de se tutoyer ou de se vouvoyer? Qui on tutoie, qui on vouvoie? Tout ça, c'est généralement non écrit. Ça ne fait pas l'objet d'un guide, comme je l'indiquais plus haut, de la culture d'entreprise. Les rapports hiérarchiques et la manière de se comporter également avec la hiérarchie, que ce soit les supérieurs ou que ce soit les subordonnés, n'est pas toujours explicite. Est-ce qu'il faut fraterniser, comme on dirait? Est-ce qu'au contraire, il faut tenir ses distances, respecter les uns et les autres, supérieurs et subordonnés? Tout ça, ça sera l'usage, en quelque sorte, qui déterminera ça. Les, euh, Comme je l'indique, la culture est sous-jacente et peu explicite, hein, donc bah, ça sera à l'usage que le salarié découvrira ce genre de règles. Alors, naturellement, comme je l'ai indiqué un peu plus haut, tout ça dépendra aussi de savoir si le salarié est pris en main par un mentor qui va lui donner les clés en quelque sorte de l'organisation, ou s'il va découvrir tout ça tout seul, ça arrive aussi. Euh, Ne sont pas non plus explicites les questions relatives à la valeur accordée au diplôme, aux qualifications, ou à l'expérience, à la mobilité par exemple. Tout ça, ça n'est pas toujours euh, écrit de manière très, très nette, ou ça n'est pas du tout écrit d'ailleurs. Voilà, hein, donc sur cet aspect-là, c'est le premier aspect que je souhaitais mettre en évidence. Ne cherchons pas la culture d'entreprise de manière comme quelque chose d'explicite. J'anticipe sur la section suivante, hein, qui sera consacrée un tout petit peu plus à la marque employeur. Ça va sans doute être une distinction hein, qu'on avait du mal à faire au début des années 90,
entre culture d'entreprise et marque employeur. La marque employeur est volontairement montrée, est volontairement explicite, alors que la culture d'entreprise ne l'est pas nécessairement et le plus souvent est plutôt cachée. On vient de voir le premier principe qui était à la base du mode opératoire de la culture d'entreprise, qui concerne plus largement, bien sûr, non seulement les entreprises, mais l'ensemble des organisations. Ce premier principe, je le rappelle rapidement, c'est que la culture d'entreprise est généralement sous-jacente et peu explicite. Autrement dit, on ne va pas trouver un guide écrit et publié de la culture d'entreprise. Et si on en trouve un, comme je l'indiquais, c'est que l'entreprise ne nous dit pas tout. Vraiment, un des principes de cette culture d'entreprise, c'est qu'il faut la découvrir, j'allais dire de l'intérieur si on peut, mais ça n'est pas du tout quelque chose d'explicite, de publié, etc. Le deuxième principe, c'est que la culture d'entreprise sert ou peut servir de double commande dans l'entreprise, dans la firme ou dans l'organisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? En principe, une entreprise est, comment dirais-je, structurée par des règles et des procédures visibles, hein, c'est vrai dans toutes les organisations. Ces règles sont généralement officielles et écrites et constituent, comme je l'indique dans la diapositive, une sorte de bureaucratie minimale qui va permettre à l'organisation de fonctionner. Il va bien falloir passer des commandes, il faut peut-être embaucher du personnel, il faut peut-être assumer des responsabilités en cas d'accident. Imaginons même, par exemple, un club sportif ou un club d'échecs ou des organisations très simples et très légères ont besoin d'un minimum de règles explicites et de procédures pour fonctionner. Quand je dis que la culture d'entreprise sert de double commande, eh bien, c'est que, en fait, à partir du moment où on est confronté dans l'entreprise, dans la firme, dans l'organisation, à des problèmes particuliers, il se peut que l'existence, enfin il se peut, c'est généralement le cas, l'existence d'une culture d'entreprise prenne le relais du dysfonctionnement des règles et des procédures explicites. C'est un peu le sens que j'indique dans la diapositive, que nous indique Maurice Thévenet dans son ouvrage de 2015 sur la culture d'entreprise. Il parle de ces valeurs, de l'existence de valeurs si fortement partagées qu'elles induisent les comportements de ses membres. Cette double commande, c'est ça, c'est-à-dire qu'au-delà des règles, des circuits explicites, des procédures qui permettent à l'organisation de fonctionner euh, au quotidien, je dirais, il y a des règles invisibles ou des procédures et des comportements qui ne sont pas toujours explicites, mais qui permettent, en cas de difficulté dans l'organisation normale, par exemple, je ne sais pas s'il y a un manque de personnel, si les recettes ne rentrent pas, si il y a des grèves à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, si il y a une catastrophe naturelle, s'il y a des problèmes commerciaux, s'il y a un blocage de l'économie. Vous voyez, tous ces aspects-là, eh bien, pour tous ces aspects-là, la culture d'entreprise va pouvoir prendre le relais. C'est ce que j'appelle la double commande. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement normal selon les règles, qui sont des règles de procédure, des règles de désignation des personnes, des règles de signature de tel ou tel papier, des règles d'engagement financier, des règles pour payer les impôts, des règles pour passer les commandes, pour vendre, pour acheter, pour recevoir, pour recueillir, recruter éventuellement, pour licencier, bon ok. Et puis, en cas de difficulté, on se trouve confronté à autre chose. Par parenthèse, vous vous souvenez que Thévenet définit la culture d'entreprise comme un ensemble de références partagées dans l'organisation et construites tout au long de son histoire en réponse aux problèmes rencontrés par l'entreprise. Vous noterez ainsi hein, qu'il va assez loin, puisqu'il fait jouer la culture d'entreprise,
je le cite de nouveau, en réponse aux problèmes rencontrés par l'entreprise, sous-entendu tous les types de problèmes. Et pas seulement, comme je l'indique moi-même, les problèmes graves ou substantiels qui pourraient, dans mon esprit en tout cas, mettre en cause la survie de la firme. En cas de problème, où le fonctionnement normal de l'organisation, de la firme, de l'entreprise est mis à mal, hein, donc je donne quelques exemples, ça peut être des pannes administratives, telles comme je l'indiquais, des grèves, des problèmes commerciaux, des licenciements collectifs, des catastrophes naturelles, euh, des problèmes internes ou des problèmes externes, un blocage de l'économie, une guerre, une épidémie, etc. Dans ces cas-là, on va quelquefois s'apercevoir que les règles qui avaient été définies à froid et qui permettent à l'entreprise de fonctionner dans la normalité, hein, donc des règles de fonctionnement, des règles de procédure qui sont généralement officielles et écrites, donc ce que j'appelais une bureaucratie, mais ce n'est pas du tout péjoratif, mais une bureaucratie minimale qui existe dans toutes les firmes, dans toutes les organisations en général, eh ben, ces règles vont quelquefois être mises à mal et vont devoir laisser la place à la culture d'entreprise. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la culture, en cas de problème, donc, la culture d'entreprise va prendre le relais sur les principes un peu que j'indiquais précédemment et qui étaient indiqués par Maurice Thévenet, hein, qui disait que en fait, cette culture d'entreprise dans les organisations, il y a des valeurs si fortement partagées, dit-il, qu'elles induisent des comportements de ses membres, et ben, ces valeurs vont permettre de prendre le relais des difficultés qui existent dans les procédures normales. Et les collaborateurs de la firme, donc qui sont impliqués, hein, qui partagent la culture de l'entreprise ou de l'organisation, vont à ce moment-là faire appel à d'autres références. Autrement dit, à cette culture d'entreprise qu'on ne trouve nulle part, hein, qui n'est souvent pas écrite ni explicitée. Et donc, on va mettre de côté les règles officielles qui ne fonctionnent pas, et on va trouver d'autres règles qui sont liées par exemple, à la confiance que les gens ont entre eux. On peut compter sur telle personne, non, sur telle autre personne, c'est pas la peine, etc., etc. Et on va contourner, c'est ce que j'appelle donc la double commande, un double circuit qui va permettre de récupérer les choses et de faire fonctionner l'organisation, alors même que les règles normales et explicites ne marchent plus, pour différentes raisons, hein, qui peuvent être internes ou externes à l'entreprise, à la firme. Et donc, on va avoir cet aspect-là, on va faire appel donc à d'autres références que les références officielles, avec, et ça c'est un objectif qui est quand même partagé, et qui doit en principe être partagé, ça fait partie du contenu de la culture d'entreprise, un objectif qui est partagé par l'ensemble des collaborateurs, ou en tout cas tous les collaborateurs qui partagent la culture d'entreprise partagent probablement cet objectif qui est fondamental et qui est celui de la survie de la firme ou de l'organisation. Vous voyez, pour maintenir l'organisation en fonctionnement, hein, pour faire simple, on va mettre de côté tout le circuit de fonctionnement normal, les règles et les procédures, parce qu'elles ne marchent pas. Ce n'est pas nécessairement une volonté de mettre de côté les règles et de travailler dans l'illégalité, ou du moins dans la légalité, avec le A privatif, c'est-à-dire on va mettre de côté la légalité pour satisfaire un impératif qui est supérieur, qui est celui de la survie de l'organisation. Alors, dans cette diapositive, justement, vous voyez un extrait de texte de Maurice Thévenet, hein, dans son ouvrage La culture d'entreprise, qui correspond tout à fait à ce que j'ai essayé de dire jusqu'à présent. Lui le dit de manière très très nette et très bien écrite. Je le lis avec vous parce que ce texte-là a beaucoup de valeur pour illustrer ce que j'indiquais. Il nous dit: la culture d'entreprise est une ressource, c'est un réservoir, entre guillemets, à référence, relativement stable et nécessaire
dans des situations de perturbation, de problèmes et de changement. C'est exactement ça, ce que j'appelle, je dirais, ce qu'on pourrait appeler la double commande, c'est ça. C'est-à-dire qu'en situation normale, on a, je dirais, des règles explicites, on a des procédures, on a des classeurs qui nous indiquent, voilà, on doit faire ça dans telle situation. Chacun connaît son affaire et connaît les règles à appliquer, des règles qui peuvent être internes ou qui peuvent être dictées par l'extérieur, hein, donc des aspects, par exemple, à caractère légal ou réglementaire, comme on dit, qui sont imposés à l'organisation ou à la firme. Tout ça, ça fonctionne parfaitement, comme je l'indiquais, bien quand on est en situation normale avec, je réemploie cette formule de bureaucratie minimale, et puis boum, il y a un problème. Et à ce moment-là, le fonctionnement normal, euh, totalement ou partiellement, devient impossible. Pour les éléments que j'ai indiqués, pour les raisons que j'ai indiquées plus haut, ça va perturber le fonctionnement. Et ça va quelquefois le perturber tellement que ça va mettre en cause la survie pure et simple de l'organisation. Et dans ce cas-là, l'organisation, elle n'a au fond que deux grandes possibilités, elle n'a que deux choix, si on réfléchit bien. Soit l'organisation meurt, parce que le stress interne ou externe est tel que l'organisation ne peut pas résister en appliquant les règles et les procédures normales. Donc ça, c'est un premier aspect qui est, malheureusement existe et je dirais est courant. Et puis il y a un deuxième aspect qui fait appel à une sorte d'instinct de survie qui est partagé de manière pas nécessairement explicite, mais à l'intérieur de la culture d'entreprise. Donc c'est la fameuse double commande qu'illustre parfaitement Maurice Thévenet. La culture d'entreprise est une ressource, hein, c'est un réservoir à référence relativement stable et nécessaire dans des situations de perturbation, de problèmes et de changements. C'est-à-dire qu'au fond, on reconnaît qui est le patron, tout va se réorganiser pour faire face à cette situation de crise. Et ça va permettre, dans certains cas, parce que c'est l'objectif, la survie de l'entreprise. Alors ça me paraît très, 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 très intéressant, justement, cette phrase de Maurice Thévenet. Ces phrases de Maurice Thévenet me paraissent vraiment intéressantes dans la mesure où elles illustrent bien cet aspect. Ce deuxième principe, je dirais, de la culture d'entreprise, en premier principe, on l'a vu, la culture d'entreprise n'est pas toujours explicite, et, loin de là. Par nature, je pense que la culture d'entreprise est relativement cachée, qu'il faut que chaque collaborateur, chaque nouveau collaborateur ou chaque collaborateur ancien la découvre par lui-même. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la culture d'entreprise sert de double commande. Donc j'ai indiqué deux ou trois éléments là-dessus euh, pour, pour comprendre ce propos. La culture d'entreprise, c'est une sorte de réservoir, comme nous dit Maurice Thévenet. Puis il y a d'autres principes qu'on va regarder tout de suite.